Alors le groupe 4 travaillait sur les mutations dans les cellules germinales des organismes pluricellulaires et prenait l'exemple des mutations qui sont des mutations délétères, c'est-à-dire désavantageuses. Le premier document était le document 4, page 37. Il s'agit d'un texte qui présente la différence entre les mutations somatiques et les mutations germinales. Dans ce texte, on s'intéresse aux mutations germinales, donc on nous disait qu'il y avait des mutations qui pouvaient intervenir dans un tissu qui se différenciera en cellules reproductrices, donc mutation germinale, et si les cellules reproductrices mutées prennent part à la fécondation, alors la mutation sera transmise à la génération suivante. C'est-à-dire qu'une mutation dans les cellules germinales, en fait, c'est une mutation dans les cellules reproductrices qui évidemment sera transmise à la descendance. Alors le document 4, page 39 est un schéma qui nous présente les conséquences possibles d'une mutation. Donc au début, lorsqu'il y a une mutation de l'ADN, il y a deux possibilités. Soit la mutation n'est pas transmise à la descendance de l'individu, soit elle est transmise à la descendance de l'individu. Alors si elle n'est pas transmise à la descendance, évidemment la mutation disparaît. Si par contre elle est transmise à la descendance, il y a encore deux cas de figure, soit la mutation ne touche pas un gène, soit la mutation touche un gène. Donc évidemment on s'intéressera au cas où la mutation touche un gène. Dans ce cas-là, il peut y avoir à nouveau deux cas de figure, soit la mutation ne modifie pas le caractère contrôlé par le gène, soit la mutation modifie le caractère contrôlé par le gène. Donc nous on étudiera ce cas, où la mutation modifie le caractère contrôlé par le gène, et en plus cette mutation sera délétère, c'est-à-dire qu'elle va modifier négativement le caractère contrôlé par le gène. Alors l'exemple étudié dans ce travail était l'exemple de la mucoviscidose, donc le document 1, page 248, nous présente les principaux organes touchés par la mucoviscidose. On nous précise que les troubles liés à la mucoviscidose ont pour origine la sécrétion d'un mucus trop épais qui va obstruer progressivement les canaux de certains organes. Alors les organes qui sont touchés, ce sont les voies aériennes, les bronches. En plus, il va y avoir beaucoup d'infections bactériennes dues à cette mauvaise évacuation du mucus. Le foie va également être touché, donc il y aura une anomalie de la sécrétion de la bile. Le pancréas, donc des enzymes digestives qui ne seront pas sécrétées normalement. Et puis au niveau du tractus génital, il y aura une absence de canaux déférents chez les hommes. Et puis souvent la présence d'un bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus chez certaines femmes. Alors on a deux images qui sont des images récoltées par microscope optique des bronches en fait. Ici on a les bronches d'un individu sain, donc ça c'est la lumière de la bronche, donc la bronche c'est une sorte de petit tuyau qui va emmener l'air jusque dans les poumons. Donc ici on voit ce petit tuyau ici en coupe qui est donc totalement vide pour un individu qui est sain. Donc ici on a la paroi autour. Et puis pour un individu malade, on va avoir donc la bronche qui finalement est plus épaisse, la paroi ici, donc la bronche est plus importante, sauf qu'au milieu il y a un mucus très épais. Donc évidemment les problèmes respiratoires vont être très importants dans le cas de la mucoviscidose. Autre document qui nous était présenté, c'était la localisation d'une protéine qui s'appelle la protéine CFTR dans un épithélium des bronches d'un individu sain et d'un individu, alors on nous dit que c'est un individu homozygote pour la mutation delta F508. Donc on nous dit que la protéine elle est visualisée par une fluorescence jaune et chez le malade il y a seulement 1% des protéines CFTR qui se retrouvent dans la membrane plasmique apicale. Donc apicale, ça vient de apex en fait, qui veut dire sommet. Et les 99% sont bloqués dans le cytoplasme puis dégradés. Donc si on regarde ici, en fait, on s'aperçoit chez l'individu sain que nous avons ici donc l'épithélium des bronches. Donc tout ça, ça représente en fait une cellule. Et on a à l'extrémité de la cellule, vous voyez, elle est beaucoup plus jaune qu'à la base de la cellule ici. Et donc, la protéine CFTR, normalement, est localisée au niveau du sommet de la cellule, au niveau de l'apex de la cellule, au niveau de la membrane plasmique apicale. Chez l'individu malade, on s'aperçoit que la protéine CFTR, elle est présente dans tout le cytoplasme de la cellule. Donc, il s'agit, donc la mucoviscidose est une anomalie qui est due à cette protéine CFTR. Alors le document 5 était un texte qui nous présentait un des gènes défectueux dans le cas de la mucoviscidose. Et on nous parlait du gène CFTR qui était localisé sur le chromosome 7. On nous disait que les arbres généalogiques permettent donc de révéler le mode de transmission des maladies héréditaires et on nous disait que dans le cas de la mucoviscidose, seuls les individus qui possèdent 2 allèles mutés sont malades. Et globalement, il y a une personne sur 40 qui est porteuse d'un allèle muté responsable de la maladie. Donc ces personnes en fait vont avoir un allèle muté, donc ne vont pas être malades, mais pourtant vont porter l'allèle muté.
Alors, à l'aide du logiciel Anagen, on pouvait comparer la séquence de nucléotides du gène CFTR normal avec le gène CFTR muté. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a une délétion ici au niveau des nucléotides 1521, 1522 et 1524. Donc c'est l'absence de ces nucléotides ici qui entraîne donc une mutation sur le gène CFTR et qui entraîne donc la protéine, enfin une mauvaise protéine CFTR, une mauvaise localisation de la protéine CFTR dans l'épithélium des bronches. Alors ensuite on avait présenté un document qui nous présentait l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mucoviscidose. Donc en bleu on a les individus qui ne sont pas malades, en rouge les individus qui sont malades, les carrés représentant les hommes, les cercles représentant les femmes. Et se posait le cas de l'individu 4, donc qui est un fœtus, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et en gros dans ce document on nous demandait si finalement le couple, donc constitué des individus de la génération 2, 4 et 5, donc le père ici et la mère ici, risquait d'avoir un nouvel enfant malade, sachant que leur fille numéro donc de la génération 3-2 était malade et que le père, donc de la génération 2-4, a un frère 2-3 qui est malade. Si on fait le lien avec le document qui nous présentait la mucoviscidose, les allèles de la mucoviscidose, on sait qu'en fait, pour être malade, il faut avoir 2 allèles. Donc là, j'ai une erreur sur mon document. Ici, c'est M, c'est l'allèle muté. Donc ici, il faut avoir un allèle, donc N, on va l'appeler N, allèle normal, et M, l'allèle muté. Alors, si on regarde les individus, donc pour certains individus, c'est très facile de définir leur profil. Donc ici on va remodifier, donc M c'est l'allèle muté. Ici on va avoir l'individu, donc la petite fille 2 de la génération 3-2 qui est malade, donc elle a forcément un allèle M et un autre allèle M. On sait, on l'a vu au collège, qu'on a un allèle qui nous vient de notre père, un allèle qui nous vient de notre mère. Ça veut dire que le père a forcément un allèle M et la mère a également forcément un allèle M. Or, ces deux individus n'étant pas malades, ils ont aussi forcément l'allèle normal. Donc, on peut en déduire ici que... donc ici, je modifie ma légende. Donc, on peut en déduire ici que le père a un allèle normal, N, et un allèle muté, et la mère également, allèle N et allèle M. Donc, après, on sait en fait que la mère va transmettre un de ses allèles, le père va transmettre un de ses allèles. Donc pour savoir si l'individu de la génération 3, 4 est malade, il suffit d'essayer de comprendre quel genre d'allèles vont pouvoir être transmises. Donc on fait ici un petit tableau, ça s'appelle un tableau de croisement. On va mettre ici l'allèle qui peut être apporté par la mère, donc M et N, et l'allèle qui est apporté par le père, donc M et N. Et puis ensuite, on va dire, voilà, si l'allèle M de la mère rencontre l'allèle M du père, on va avoir un individu qui a un allèle M et un allèle M. Et dans les autres cas de figure, on va avoir un allèle M et un allèle N. Ici, on a également un allèle M et un allèle N, et ici, on a 2 allèles N. Voilà, il y a des erreurs dans mon tableau. Donc si je reprends ce tableau ici, je vais me retrouver avec donc un tableau qui va ressembler à ça. Donc si j'essaie de regarder quels sont, donc là on a évidemment les génotypes de chacun des enfants potentiels, et donc si on regarde en fait leur phénotype, ici on va avoir un individu qui va être de phénotype M, c'est-à-dire qui va avoir 2 allèles M, donc lui qui va être malade. Ici on va avoir un individu qui va être de phénotype N, puisque c'est l'allèle N qui va être dominant sur l'allèle N. Donc ici on va avoir à nouveau un phénotype de type normal, et donc ici on va avoir un phénotype de type normal, et ici on va avoir également un phénotype de type normal. Donc si on regarde bien, finalement on va avoir un seul individu sur 4 individus potentiels formés par le couple malade. Donc en fait le couple a 25% de risque d'avoir un enfant malade. Donc si je reviens ici à ma diapositive précédente, ça veut dire que le fœtus 4 a 25% de risque d'être malade. On nous demandait de faire un schéma qui récapitule en fait ce qui se passe lorsqu'il y a une mutation dans une cellule germinale. Donc ici on représente la cellule germinale qui est la cellule reproductrice. Si la mutation est délétère, eh bien il va y avoir l'apparition d'un nouvel allèle
qui va être à l'origine d'une maladie génétique, et cette maladie génétique, elle peut être transmise à la descendance. Donc dans certains cas, on parle de transmission héréditaire.